Pas possible. Il demande qu'on me mette les pneus au niveau des jambes jusqu'au niveau des genoux pour que mes jambes puissent être dans cette position, les talons puissent être en vue. Et là, il demande qu'on a qu'à me fouetter. Le premier qui est venu m'a mis un coup de cordelette. Je l'ai reçu dans le dos. Il a dit non. Il a fait signe qu'il ne veut pas qu'on laisse de traces. Il a regardé avec un regard méchant. Le gars a compris. Et là, carrément, ils m'ont appuyé contre le mur. Quelqu'un me tenait comme ça contre le mur, les mains derrière. Et il a demandé qu'on a qu'à me frapper sous les plantes des pieds avec les cordelettes. Et c'est là mon supplice a commencé. Le monsieur qui devait frapper, il a commencé à frapper. Il dit, yo, c'est comme ça on frappe. S'il ne fait pas faire attention, il va voir. Il n'a qu'à remettre la cordelette. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. Arao et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Je vais vous laisser regarder la vidéo entière. Dans les commentaires, dites bravo à Monsieur Amron. 20h, 21h, je suis là dans ma chambre. Quand mon épouse rentre avec fracas, et ça ouais, Sojade va Romelo. J'ai dit, ah, faut pas t'inquiéter. Ils sont venus pour moi, je les attendais depuis. Je me suis levé, je suis sorti. Je suis allé à leur rencontre. Il y avait déjà 6 à 7 soldats qui étaient là. J'ignorais qu'il y avait beaucoup d'autres dehors et tout. Et quand je suis sorti de chez moi, ils étaient sur la véranda. Je dis, ah, vous êtes venus pour moi? Ils disent oui. Ils n'avaient pas de mandat. Ils étaient venus à des heures qui n'étaient pas catholiques. Moi, j'avais pensé que parce que j'étais en infraction, il aurait eu une convocation à laquelle je répondrais et ensuite je serais déféré devant le procureur et tout. Mais ils sont venus à cette heure-là. Mais bon, je me suis levé, je m'attendais à cela. Vous êtes venus pour moi? Ils disent oui. Je dis ok, permettez-moi de me changer et on y va. Je retourne dans la chambre, je vois qu'il y a 2 personnes qui me suivent en même temps. Je dis oh, les gars, je veux juste me changer. Laissez-moi mettre dans mon intimité. Que non, nous sommes tous nous garçons, change-toi. Ils ont peut-être pensé que je rentrais pour prendre des armes ou un gris-gris ou que j'allais peut-être passer par la fenêtre où il y avait une autre sortie, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils m'ont suivi dans ma chambre. J'ai enlevé le short que j'avais porté, j'ai remis un pantalon, j'ai mis une chemise. J'avais mon dernier fils qui était couché. Je l'ai réveillé et je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, laisse l'enfant. Je dis non, je veux le dire au revoir avant de partir. Je lui ai dit, Badala Moroa, je pars, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Mais fais tout pour être sage. Il se peut que tu ne me vois plus jamais. Mais souviens-toi de moi. Pensez à tout ce que j'ai eu à vous dire. Et je l'ai recouché. Je me suis levé. Je les ai suivis. Je sors. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres militaires armés. Oh, je dis mais tout ça pour moi. Mais j'étais zen et serein. En avançant, nous avons loué quelque part. Ma villa est la dernière. Il y a celle de mes parents. Je vois qu'il y a des gens qui sont même déjà rentrés au niveau de mes parents aussi. Oh, comment? Ils sont venus pour moi, mais pourquoi ils rentrent chez mes parents armés? Ma maman, elle est sortie, elle était dans la douche. Elle est sortie dans la cour, dans sa serviette. Et ça, ouais. Abelake. Léo qui, pour me dire, et ça, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? J'ai dit, maman, sois tranquille. Retourne, va t'habiller. C'est pas pour être comme ça, vas-y. Mon papa, lui, était assis devant la maison, à son lieu habituel, dans une chaise où il prend souvent de l'air. Ils sont rentrés sans même le saluer. Quand bien même il fut commandant de la gendarmerie, il a été leur chef par le passé. Ils sont rentrés sans même le considérer. Ils sont venus pour chercher la personne que j'étais. Il n'a pas bronché. Il avait 10 mots. Arrivé à son niveau, je n'étais pas menotté ni rien. Mais ils sont rentrés tellement en nombre que les enfants paniquaient. Ma fille, elle m'a regardé et dit, papa, tu vas où? J'ai dit, Aurel, sois tranquille. Je reviendrai, t'inquiète. Ok? Prenez soin de votre maman et écoutez ce qu'elle vous dit. Respectez beaucoup grand-maman, hein, soyez sage. Je suis arrivé au niveau de mon papa. Je lui ai dit, papa, je pars. Il n'a pas branché. Au moment où je suis sorti, j'ai vu, maman est sortie. Elle commençait à monter. Je suis revenu, j'ai dit, papa, maman, s'il vous plaît, calmez-vous. Retournez à la maison. Je les ai suivis
Ils ont voulu me faire mettre dans une voiture personnelle d'abord. Après, ils me disent non, tu sors, tu vas dans une pick-up. Et je vois le quartier à Meuté. Je vois qu'il y avait plusieurs voitures. D'autres arrivaient, habillés. Je dis, oh, mais comment? Moi, je n'avais pas l'intention de fuir. J'allais vous suivre de toute façon, mais bon, ok. Ils m'ont fait mettre dans une pick-up. 2 gardes m'ont encadré. Une autre voiture est venue. Ils ont dit, bah, démarrez, allez, West Creek. Et pendant ce temps, ils ont donné l'ordre qu'on fasse une perquisition chez moi. Pendant qu'ils m'emmenaient, ils ont commencé à faire une perquisition chez moi, en mon absence. Je ne sais pas par quelle alchimie cela peut se faire, mais bon, c'est ainsi que les choses sont passées. Je suis arrivé au West Creek. Serein, zen. Quand j'étais dans la chambre, j'avais défait mes locks. Je pensais me défaire pour les refaire, donc c'était un peu en vrac. Donc quand on est arrivé, j'étais resté serein, assis. Des soldats rentraient, ils me voyaient. Amron, ça va et tout. Je dis oui, ça va. Sereinement. Je n'ai pas été violent. Je ne paniquais pas. J'étais zen. Parce que je savais que ce que j'avais fait méritait que je sois interpellé. Dans ma tête, finalement, ouf, ce ne sont pas les oncles ou les officiers du village de mon père qui sont intervenus. Je vais aller devant le procureur, donc voilà, je vais aller en prison. C'est le moindre mal. Après, qu'est-ce que j'allais devenir, je ne savais pas. Mais j'avais déjà accepté cela. On me fait attendre près de 5-10 minutes. Après, il faut qu'on prenne mes références, mon nom, mon numéro de téléphone, mon âge, mon adresse. Et j'ai demandé au soldat qui était là, je peux avoir une attache pour serrer mes cheveux parce que c'est en vrac. Il me regarde bizarrement. Il regarde mes cheveux. Et il prend l'attache, il met sur son bras. Du genre, bon, je ne sais pas s'il a pensé qu'il y a quelque chose lié à mes cheveux, une préparation, donc je vais faire quelque chose pour disparaître ou comment, oh, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a refusé de me donner la tâche. J'ai compris, ça m'a fait un peu sourire. Après, il m'a demandé de me lever, de me mettre sur les côtés pour qu'on me prenne en photo. J'ai respecté. Ils m'ont pris de face, sur les côtés. Ils m'ont fait rentrer dans une salle pour me faire attendre. Et quelques temps après, il y a un officier qui est venu. Il m'a demandé, suis-nous. Je me suis levé pour le suivre. D'autres m'encadraient. Nous sommes montés à l'étage West Creek. Et nous sommes allés dans le bureau. Quand nous montons l'escalier dans le bureau, on prend le couloir de droite. Le dernier bureau à droite, c'est le bureau du commandant Mbale. Il est l'adjoint au colonel Pitassa, celui qui dirige le West Creek. Donc nous rentrons dans son bureau. On me fait asseoir. Il y a 2 éléments qui m'entourent. Le commandant Mbale, lui-même, il va se mettre en face. Je le dis pour l'histoire. Je raconte tous ces détails-là et je cite les noms pour l'histoire. Pour l'histoire. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Et nul n'est censé être au-dessus des lois. Quelque temps après, le colonel Pitassa est venu. C'est lui qui dirige le West Creek. Il n'y avait pas de tension. Il n'y avait pas d'animosité. Tout était cool et zen. Le colonel me demande si je le reconnais. J'ai dit oui, son visage me parle parce que je le voyais quand on était à la gendarmerie. Mais je ne reconnais pas trop son nom. Il me dit ok. Ensuite on me demande est-ce que je sais pourquoi je suis ici. J'ai dit oui. Parce que j'ai eu à insulter le chef de l'État. J'ai été dans les travers. Il me demande mais comment se fait-il que moi, qui ai l'habitude de faire des émissions dans lesquelles je dis aux gens qu'on peut dénoncer sans insulter, j'ai pu aller dans les travers. J'ai eu à expliquer de façon grosso modo tout ce que je vous ai dit en l'entame de ce live sur ce pourquoi je m'appuyais pour défendre le président jusqu'à la statue de Madame Yakadé et tout. J'ai raconté ça et j'ai précisé qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai pris du recul et la distance avec tout ce qui est parti politique, tout ce qui est religion. Parce que à cause de mes aspirations personnelles, je voulais être directement connecté à la divinité suprême. Je ne croyais plus en les religions et je ne croyais plus en les partis politiques. Et en tant qu'artiste, j'avais plus sur moi d'être la voix des sans-voix. J'ai commencé à dénoncer ce qui n'allait pas dans la société parce que pour moi, c'était un moyen d'informer ou d'édifier ceux qui sont haut perchés
et qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe, afin que ces derniers puissent réparer les anomalies, puissent les corriger pour faire en sorte que les gens ne parlent plus. Mais cette attitude a fait qu'on m'a écarté de toutes les scènes. J'ai fait toutes les démarches pour expliquer que ce n'est pas parce que je ne suis pas dans vos partis politiques que je suis contre vous. Ce n'est pas parce que je dénonce ce qui ne va pas bien dans la société que je suis un opposant pour autant. De sorte que vous me fermiez toutes les portes, que moi, qui ai renoncé aux sciences politiques, à ma carrière politique, à une vie politique pour me consacrer exclusivement à la musique, vous m'empêchiez d'exercer mon métier en tant qu'artiste. Donc, comme c'est parce que je ne suis pas affilié à votre parti, je ne suis pas un serpent rampant comme vous, et que je ne fais pas la propagande de celui que vous considérez comme étant l'autorité, votre Dieu, j'ai décidé de le ramener au simple rang de suiveur pour que vous sachiez que voilà, nous sommes tous des hommes après tout. Et le fait qu'on respecte une personne ne fait pas d'elle un être supérieur. C'est Dieu qui a le monopole sur notre vie. Après avoir tout dit, le commandant Mbale et le colonel Pitassa, le colonel Pitassa a joué une vidéo dans laquelle je disais je viens m'excuser auprès du chef de l'État. J'avais eu à dire qu'il était incompétent, mais je m'excuse, le mot est faible. Il est très incompétent. J'avais eu à dire qu'il était nul, mais je m'excuse, le mot est faible. Il est très nul et consort. Il me dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de parler comme ça? J'ai dit non. Quand j'ai commencé la dénonciation et je parlais, normalement, ils étaient censés m'interpeller depuis, mais ils ne le faisaient pas. Donc moi, j'étais obligé d'aller dans les extrêmes, d'aller dans les travers, d'aller au-delà, de pousser le bouchon très loin pour que je sois interpellé, pour que mes actions puissent porter des fruits. Le commandant Mbale a tiré le livre du code pénal qu'il a placé devant lui et il m'a demandé, donc je sais ce que je risque. Je lui ai dit, bien sûr, je sais que j'irai en prison avec ce que j'ai fait et je suis prêt pour cela. Mais en même temps, ce que j'ai fait, c'était un couteau à double tranchant. Je me suis dit, soit on me présenterait devant le président du conseil pour qu'il me demande, mais pourquoi je me comporte ainsi? Et je lui dirai le pourquoi je me suis comporté ainsi, les anomalies qu'il y avait dans le pays sans qu'il ne réagisse. Comment nous on a passé le temps à le défendre, qu'il est différent de la minorité et la honte que nous avons quand nous voyons qu'il ne punit pas les gens. Soit j'irai en prison, mais dans un cas comme dans l'autre, moi je suis prêt à subir mon sort. Il m'a dit, ah, donc je sais très bien que je vais aller en prison. Je connais le code pénal, je sais ce que je risque. J'ai répondu au commandant Mbale, oui, je sais ce que je risque. Il me dit, ok. Le colonel Pitassa s'est levé, il est sorti. Avant que le commandant Mbale ne sorte, il m'a dit, comme moi-même, j'ai pris sur moi de me sacrifier, comme moi-même, j'ai pris sur moi de me faire enfermer, on m'amènera un papier pour que je puisse écrire moi-même mon procès verbal. Parce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Je dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, nous avons eu une discussion courtoise. Je dis, bien sûr. Je n'ai même pas eu besoin de faire appel à mon avocat. Il dit, ok. Mais tu sais très bien que tu vas aller en prison. Je dis, bien sûr. Sauf que c'est mon corps qui sera enfermé. Mon esprit, lui, sera toujours libre. À jamais. Il est sorti avec les éléments qui étaient restés avec moi. Quelque temps après, il est revenu. Il dit, ah, je donne ce détail parce qu'il est important. Il me dit, ah, quand Amron est venu, nous ne t'avons pas donné de l'eau à boire. Même quand on veut tuer un coq, il faut qu'on lui donne de l'eau à boire, n'est-ce pas? Ou bien tu ne vas pas boire. Il dit, ah, moi je vais boire, il n'y a pas de problème. Il prend une bouteille d'eau qu'il me donne. Et devant lui, le coq que je suis, j'ai ouvert et j'ai bu. Il restait la moitié, je le tenais. Ils m'ont dit de sortir et d'attendre dans la salle en face. On m'amènera quelque temps après un papier pour que je puisse écrire mon PV. Je me suis levé, je suis parti attendre dans la salle. Au bout de 10 minutes, il y a deux éléments qui sont revenus. Et ils me disent
suis-nous. Je me suis levé, j'ai pris le bidon d'eau qu'il m'avait donné, je l'ai tenu dans ma main et je les ai suivis. Ils m'ont fait redescendre au niveau inférieur. Il y avait une voiture qui était là, qui nous attendait. Ils m'ont dit de monter à l'arrière de la voiture. Je suis monté et j'ai entendu direction Goulag. On a roulé à peine 2-3 minutes vers une destination, toujours à l'intérieur de l'enceinte de la gendarmerie qui est au niveau de la cour d'appel à Kakavili là-bas. On arrive dans une villa. Je veux descendre, ils me disent laisse le bidon d'eau dans la voiture. Et je laisse le bidon d'eau, le reste de l'eau qu'il y avait. Et je descends. On me fait rentrer dans la villa. Je rentre, pardon. Et ils me font asseoir sur une chaise. Je suis là. Il y a déjà des éléments qui étaient positionnés en civil. Ils attendaient. Et quelques temps après, le commandant Mbale lui-même, il est arrivé. Le ton et la mine étaient différentes de la courtoisie qu'il avait eue quand on s'était vu dans son bureau. Il m'avait demandé dans son bureau, si on t'avait adressé une convocation, est-ce que tu serais venu? Je lui ai dit, mais bien sûr. C'est la raison pour laquelle à chaque fois dans mes lives, je donnais ma position et je donnais mon numéro de téléphone. Parce que je sais que quand un individu dans un état de droit est déviant, la suite logique c'est qu'il puisse répondre de ses actions. Et j'étais prêt à répondre de mes actions. Mais en même temps, en répondant de mes actions, je voulais que Mme Yakadé aussi soit interpellée. Parce que j'ai répondu à son appel. C'est elle qui a fait des dénonciations, qui a fait des révélations qui m'ont révolté. Et en même temps, il fallait aussi que les gens qui ont publié les rapports de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'ITE, soient aussi interpellés. Que les personnes qui sont mises en cause comme étant les détourneurs des deniers publics puissent être interpellées. Parce que mon interpellation prouve une chose, c'est que la justice fonctionne. Le Togo est un état de droit et quiconque viole la loi répond de ses actes. C'est ce que je lui ai dit dans le bureau avant qu'on me fasse sortir et qu'on m'emmène maintenant dans la villa. Là, il arrive avec un air plus autoritaire, menaçant, avec un ton martial, une mine changée. Il regardait un live. Et c'était le live des influenceurs qui avaient déjà commencé par parler de mon interpellation. Et là, il vient, il s'assoit, il me dit, les gens sont en train de parler de toi. Voilà. Il scroll et il joue la vidéo où je suis en train de parler du président de la République. Soit disant, je lui présentais des excuses et j'avais ironisé. Il me rejoue la vidéo jusqu'à ce qu'elle s'arrête à: j'avais dit que le président était incapable. Je m'en excuse. Le mot est faible. Il est très incapable. Incapable d'arrêter la minorité pieuse qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Et là, il stoppe la vidéo. Il dit, ça veut dire quoi? Moi, je pense que je peux me permettre de parler au chef de l'État comme ça et rien ne va se passer. Que je pense que c'est mon égal. Le chef de l'État, c'est une institution. Ce n'est pas mon égal pour que je lui parle comme je lui ai parlé là. En lui parlant ainsi, j'ai parlé à une institution. Si moi je suis quelque part et je vois des gens venir pour piétiner le drapeau, qu'est-ce que je vais faire? Je dis bien entendu, en tant que patriote, je vais aller au secours du drapeau. Il dit oui, mais qu'est-ce que je vais faire aux personnes qui sont en train de piétiner le drapeau? J'ai répondu à cela que si j'estime être plus fort que ces personnes, peut-être sous le coup de l'émotion, je vais agresser ces personnes, mais après, je vais devoir répondre devant la loi, parce que ce n'est pas mon rôle de les agresser. Il me dit, ah bon, que oui, j'ai insulté le chef de l'État, qui est leur papa. Donc, eux aussi, ils vont me le faire payer cash. Et après, s'il le faut, ils iront répondre là où il faut.
Si moi je suis dans une maison avec mon papa et je vois des gens qui viennent, ces personnes viennent insulter mon papa, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, ah, ça dépend de ce que mon papa a fait à ces personnes-là et ça dépend aussi de la relation que j'ai avec mon père. Et j'ai vu que ma réponse l'a irrité. Il dit jamais, peu importe la relation que j'ai avec mon papa, si je suis quelque part et des gens viennent insulter mon papa, je dois défendre mon papa. Et moi, j'ai insulté le président de la République. Le président du conseil, c'est leur papa. Et je vais le payer cash. Ils vont me traiter de façon conventionnelle et rien ne va se passer. Je suis en train de prendre ça à la légère, je pense que c'est une blague. Lève-toi! Va au milieu, là-bas. Ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Je me suis levé tranquillement. Je me suis mis au milieu. Maintenant, il les menottes. Et enlève tes chaussures. Ils sont venus, ils m'ont mis les menottes. Faites-le asseoir contre le mur. Ils m'ont ramené, me faire asseoir contre le mur. Et comme j'avais les menottes, j'avais le dos un peu comme ça. Et je dis tout ce que moi je voulais, c'est défendre la vérité et me faire entendre. Moi, je ne l'ai pas insulté pour créer des dégâts. Mais bon, de toute façon, c'est déjà dans leur main. Il dit oui, je pense que je vais m'en tirer comme ça, ce n'est pas possible. Il demande qu'on me mette les pneus au niveau des jambes jusqu'au niveau des genoux pour que mes jambes puissent être dans cette position, les talons puissent être en vue. Et là, il demande qu'on a qu'à me fouetter. Le premier qui est venu m'a mis un coup de cordelette. Je l'ai reçu dans le dos. Il a dit non. Il a fait signe qu'il ne veut pas qu'on laisse de traces. Il a regardé avec un regard méchant. Le gars a compris. Et là, carrément, ils m'ont appuyé contre le mur. Quelqu'un me tenait comme ça contre le mur, les mains derrière. Et il a demandé qu'on a qu'à me frapper sous les plantes des pieds avec les cordelettes. Et c'est là mon supplice a commencé. Le monsieur qui devait frapper, il a commencé à frapper. Il dit yo, c'est comme ça on frappe. S'il ne sait pas faire attention, il va voir. Il n'a qu'à remettre la cordelette à l'autre personne. Plus tard, le gars s'est présenté à moi comme étant un capitaine. Et lui, c'est un tortionnaire par excellence parce qu'il prenait plaisir à le faire. C'est lui qui s'est chargé de mon pied gauche. Et c'est celui-là qui a le plus de séquelles aujourd'hui. Ils m'ont frappé. En me frappant, ils m'humiliaient. Ils m'humiliaient. Je raconte qu'on m'empêche de chanter, on me ferme les scènes et tout. C'est le président qui m'empêche de chanter. Qu'est-ce que je chante même et puis je dis on m'empêche de chanter. Lui ne me connaît pas. Hein? Et je pense que quand on va me prendre, le public ne me connaît, le public ne me connaît même pas. Je pense que les gens vont réagir pour moi. Je pense que les gens vont réagir pour moi. Je le pense que si le public m'a vomi, c'est pas la peine de venir m'en prendre à des gens. Et je parle de Madame Yakadé qui a sur sa tribune. Est-ce que ça me regarde? Est-ce que ce qu'elle dit dans la tribune, ça me regarde? Je dis non, que moi je voulais défendre l'intérêt de tout le monde. J'ai même parlé d'eux, des militaires. Que est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils sont venus se plaindre chez moi. Ça veut dire quoi? Et l'autre dit oui. On dit de chanter, moi je fais l'intellectuel que je chante. Au lieu de mettre les fesses et les femmes dans mes chansons comme Connie Gangsta, moi je viens, je chante en français et je dérange les gens. Le public aime ça. De mettre les fesses et les femmes dans mes chansons, je vais voir. De m'adapter à ce qui marche maintenant. J'ai dit que non. Moi j'ai des enfants, j'ai des filles. Je ne peux pas chanter certaines chansons parce que quel conseil je vais donner à mes enfants. Mais ça les étonnait qu'ils me parlent, ils me torturent et je réponds. On dit mais on parle, tu parles? Je dis mais ils me posent des questions, je dois bien répondre. Mais quand je réponds, on me frappe, je crie. Aïe, aïe, j'ai mal, le pied s'est enflé. Je dis mais ça me fait mal. Les nerfs des pieds ont commencé à éclater, se faisaient voir. Mais j'avais toujours la discussion avec eux. Un temps après, il y a le commandant qui prend un coup de fil, il recule. Il dit, mon colonel, oui, nous sommes en train, il part. Après, il revient. Il dit, bon, ils n'ont qu'à arrêter. Il dit, voilà. Que je dis que j'avais voulu soit deux choses. Soit être enfermé, soit être présenté devant le président du conseil. Si tout à l'heure, là, on me met devant le président du conseil, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que, en temps normal, je n'étais pas censé l'insulter et c'est malgré moi que je l'ai fait. Mais si j'ai eu à le faire, c'est parce que la situation a été à un niveau où c'était déplorable pour moi. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans le pays, que les gens puissent dénoncer autant de choses et qu'ils gardent le silence. Que moi je veux lui dire la vérité de ce que je pense. Il me dit, moi je me prends pour qui? Lui, un commandant, n'a pas l'occasion de voir souvent le président.
Et moi, un simple artiste, je pense que je peux aller le rencontrer. Ça veut dire quoi? Je tiens à préciser un petit détail. Quand ils m'ont fait asseoir, avant de me faire aller au milieu de la cour, ils m'ont menotté, ils m'ont fait asseoir, j'ai commencé à avoir le vertige. Je me sentais plus bien, j'avais des palpitations, et automatiquement je lui ai dit, j'ai l'impression que je vais perdre connaissance, je crois que je vais mourir. L'eau que vous m'aviez fait boire est en train d'avoir l'effet sur moi. Après m'avoir torturé, et quand ils ont arrêté, il m'a posé la question par rapport au chef de l'État, il me repose une question, ils me disent plutôt ceci, que oui, tout à l'heure, tu as eu à dire que oui, l'eau qu'on t'a fait boire, elle a fait que tu voulais mourir et tout. Faut pas penser que nous on peut t'empoisonner, tu es trop petit pour que nous on puisse penser à t'empoisonner, tu as compris? Tu es trop petit. Et quand la sueur que je coulais, ça pesait un peu, il me dit, quand tu vises un individu avec une arme chargée et tu tires sur elle, tu la rates. Si la personne a une arme, qu'est-ce qu'elle va te faire? J'ai encore essayé de relativiser. Je dis, ça dépend du cœur de la personne. Il dit, non, 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 non. Si la personne tire sur toi dans l'intention de t'abattre et elle te rate, et toi tu as une arme chargée, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ça dépend aussi de mon cœur ou du degré de mon courage. Il dit, non, c'est faux. En retour, tu vas tirer pour abattre la personne. Donc, tu as visé le président du conseil, tu as tiré sur lui et tu l'as raté. Mais sache que nous, on ne t'a pas raté. Et c'est là qu'il a précisé cette phrase d'une extrême gravité. Et pour qu'une personne puisse avoir le courage de te dire cette phrase, c'est soit elle est sûre que tu ne pourras plus jamais parler, soit elle est sûre qu'elle t'a déjà tué. Il me dit, ce que j'aimerais que tu fasses, si tu sors d'ici, si jamais tu t'en sors, allume ta caméra et dis au monde entier ce qu'on t'a fait ici. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Comme je savais que c'était une menace à peine voilée, j'ai joué la diplomatie et j'ai dit, vous m'avez redressé. Et là, tous ils ont ri. Mais non, le commandant Mbale me dit, non, nous ne t'avons pas redressé. Je vais te passer le mot. Nous t'avons torturé. Donc ce que je veux que tu fasses, quand tu sortiras d'ici, si jamais tu t'en sors, c'est que tu allumes ta caméra et que tu dises au monde entier, dans les émissions que tu fais là, dans les lives que tu fais là, que tu dises au monde entier que nous t'avons torturé. Et après l'avoir dit, je veux que tu commences par dormir avec un œil ouvert. Et partout où tu seras, surveille tes arrières. Parce que nous allons revenir te prendre, te ramener ici et te faire pire. Rien ne va se passer. Tu as compris? J'ai fait l'idiot. J'ai dit non, et si moi j'ai pas envie de le dire. Il regarde son collègue. Il dit mais, c'est un lieutenant. Il dit mais, est-ce qu'il comprend le français que je suis en train de lui parler? Je dis, je veux que tu le dises et que tu gardes un œil ouvert et que tu surveilles tes arrières. Parce que nous allons te prendre, nous allons venir. Et comme tu dis, le président est très nul là. Nous allons te le faire très très mal. Nous allons encore augmenter le niveau. Et rien ne va se passer. Je dis non, moi je n'ai pas envie de le dire. Mais comme vous insistez, je ne sais pas s'il va falloir que je le fasse. Et si je ne le fais pas, il se regarde encore. Mais est-ce que le gars là, il comprend ce que nous sommes en train de dire? Lève-toi. Il a reçu ensuite un deuxième coup de fil. Il s'est écarté, il est revenu. Il dit marche sur tes pieds. Je ne connais pas le nom des autres, mais c'était après 6 ou 7 au total, plus le commandant y compris. Donc vu que je le nomme lui, je le cite nommément, le commandant Mbale, et que nous avons entamé une procédure judiciaire contre ces personnes, quand il sera interpellé ou il sera approché par les avocats, il pourra nommer les autres. Si moi je les revois, je peux les reconnaître. Je n'ai pas oublié leur visage. Non. Ils m'ont marqué dans la chair et dans l'âme. Ils ont exigé
que je puisse marcher sur mes pieds enflés. J'avais du mal, mais ils ont exigé que je fasse le tour de la cour en se moquant de moi. Je me suis mis à marcher difficilement. J'ai voulu tenir le mur. Ils ont dit, niet, de marcher sans tenir le mur. J'ai exécuté. J'ai marché sans tenir le mur. Et après, ils m'ont dit, il faut que je boive beaucoup d'eau. Avec l'expérience de l'eau que j'avais bu et qui m'a fait me sentir mal, j'ai dit non, je ne veux plus boire. Ils m'ont dit non, je dois boire beaucoup d'eau. Ils savent pourquoi ils me disent de boire beaucoup d'eau. Quand on est arrivé, on est retourné dans les locaux où j'étais principalement, ils m'ont donné de l'eau à boire. Je l'ai bu parce qu'ils ont exigé. Et après, ils m'ont donné une pommade pour que je puisse masser mes pieds. Ensuite, ils demandent que je puisse me rincer avant de me mettre en cellule. J'ai dit non, je préfère rentrer comme ça. Ils m'ont fait me déshabiller. J'étais en slip. Ils m'ont fait rentrer dans une cellule sombre. Et j'ai dormi avec près de 6 personnes inconnues là-bas, à même le sol, jusqu'au petit matin. Le lendemain matin, le 27 mai, vers 7h, 8h, ils m'ont réveillé. Ils m'ont fait monter à l'étage. Dans la salle, ils m'avaient fait attendre en face du bureau du commandant. Ils me demandent, je veux boire de la bouillie, je veux boire du café. J'avais plus confiance parce que mes droits avaient été violés. En me présentant le code pénal et en me demandant est-ce que je sais ce qui m'attendait, nulle part dans le code pénal il est dit que quand on interpelle une personne qui reconnaît ses fautes, elle doit être torturée. Je n'avais pas volé, je n'avais pas tué une personne, je n'avais agressé personne physiquement. On pouvait me reprocher qu'une seule chose, d'avoir insulté le chef de l'État parce que dans mon désarroi, je trouvais qu'il était inadmissible qu'il puisse laisser les voleurs de la République, ceux-là même qui détournaient l'argent des routes. Et ces routes sont en mauvais état, les gens font des accidents, ils meurent sur ces routes-là, en liberté. Ceux-là même qui détournent l'argent des hôpitaux, l'argent qui doit servir à construire des hôpitaux. Et les gens vont mourir dans les hôpitaux. Et ces personnes sont en liberté. Ils m'ont pris, ils m'ont torturé. Là, je n'étais plus d'accord. Ils me disent qu'ils vont me faire boire du café. Je dis non. Si jamais je m'en sors, tout veut dire que je suis déjà mort. Donc je ne veux pas de café. La bouillie, si jamais je m'en sors, peut-être que je suis déjà mort, vu déjà que j'ai déjà bu l'eau. Je ne vais pas boire la bouillie. J'ai fait ma déposition. L'un des tortionnaires a saisi cela. Et quelques temps après, ils viennent me dire, avant de signer ma déposition, d'attendre. Parce qu'il y a les membres de ma famille qui sont là, les membres du village qui sont là. Ils veulent que nous puissions régler ce problème en famille. Je m'attendais à voir des oncles ou des tantes à moi. Parce qu'on a dit des oncles de village. Parce que une semaine auparavant, j'avais reçu, une semaine avant mon interpellation, j'avais reçu la visite des oncles à moi qui étaient venus pour essayer de me convoquer chez eux pour me faire des reproches par rapport à mon comportement. Ils estimaient que oui, il fallait qu'on fasse peut-être des cérémonies pour que je puisse revenir en moi. J'ai dit non, les oncles, avec tout le respect que je vous dois, je ne répondrai pas à votre appel. Ce que je fais dépasse le cadre de ma personne et dépasse le cadre de la famille. Je le fais pour le Togo. Je le fais pour que les injustices s'arrêtent. Les gens ont estimé que moi, seulement après 15 ans, de façon même chevauchée de carrière, ils ont estimé que j'ai déjà fait mon temps, ils veulent me mettre à l'écart des scènes, m'empêcher de faire ma carrière parce que je dénonce les faits. Or, ces personnes-là, quand je fais les calculs, elles ont fait plus de 15 ans, plus de 20 ans. Donc, elles aussi, elles ont fait leur temps. Nous tous, nous devons libérer le plancher pour permettre à d'autres personnes de s'essayer. Les oncles l'avaient un peu mal pris. Ils sont partis. Donc, quand le lendemain de ma torture, on me dit, il y a des gens du village qui sont venus pour connaître le problème en famille, je m'attendais à aller voir des gens de mon village, des oncles.
Je me lève, encore escorté. On me fait entrer dans une salle et je vois 4 personnes, parmi lesquelles je ne reconnais qu'une seule, parce qu'elle avait été un collègue de mon papa. Et au village, nos maisons sont voisines, quoi. C'était le colonel Roseau. Il est de Pialao comme nous. Et dès que je le vois, je comprends que les 3 autres personnes qui sont avec lui sont aussi du même village que nous. Et automatiquement, je pense à ma tante qui m'a appelé pour me dire qu'il y a des officiers de mon père qui ont projeté de me faire arrêter et de me faire interner pour cas de folie, pour me détruire à cause de mes revendications. Et là, je tique. Le colonel Pitassa me demande est-ce que je les reconnais? Et j'indique que je ne reconnais que le colonel Roseau. Et les autres, je ne les connais pas. Et le colonel Roseau me dit ah, tu me reconnais? Je dis bien sûr, papa, je vous reconnais. On est voisins à Pia. Votre maison n'est pas loin de chez nous. Et quand on était enfant, vos enfants venaient chez nous, on venait aussi chez vous. Il dit ah, donc tu connais mes femmes? Je dis non, je connais la première. La maman de ta fille et de ton fils. Il me dit ok. Pourquoi je boite? Je lui fais comprendre que j'ai été torturé hier. Il me dit ah bon, ok. Il me demande est-ce que j'ai fait les cérémonies? Est-ce que je suis lié à la tradition et tout? Je dis non, moi je ne connais rien de la tradition. Je vais à quelle église? Je dis moi je n'ai pas de religion, je n'ai pas de parti politique ni rien. Il me dit ah bon. Et parfois les chansons de chez nous que je chante, je donne les noms célèbres là. C'est quoi je compte et je les chante. Je dis ah, ce sont les chansons traditionnelles de chez nous. Et moi je les chante pour faire la promotion de notre culture. Il me dit ah bon, ok. Mais quand on est venu me prendre, est-ce que mon père est au courant? Je dis oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je dis il n'a rien dit. Que ah bon. Et depuis hier à aujourd'hui, il n'a pas cherché à venir me voir. Je dis non, il n'a pas cherché à venir me voir. Il me dit ah bon, c'est curieux ça. Est-ce que mon oncle, le frère de mon père, je suis en contact avec lui? Je dis bon, ça fait longtemps, je suis en contact avec lui. Sauf que quand j'ai commencé à faire mes interventions, il m'a appelé pour me dire non, d'arrêter d'insulter le président. Il dit ah bon, donc on m'a prévenu. Je dis oui. Mais pourquoi j'ai continué? Tout le narratif que j'ai eu à faire la veille, je les ai exposés, tout cela. Il dit ben non, mais pourquoi je ne suis pas venu les voir pour leur en parler? Je dis non. Du moment où on m'a dit que c'est parce que je ne suis pas dans le parti au pouvoir, je ne fais pas les courbettes au parti au pouvoir, qu'on me ferme les scènes. J'ai fait la démarche d'aller voir le secrétaire exécutif du parti pour lui dire que je suis aussi un frère kabylien comme eux. Ce n'est pas parce que je ne suis pas membre de leur parti que je suis forcément contre eux. Et ma manière à moi d'aider le parti et le président à bien faire son travail, c'est de prendre dans l'opinion l'avis de la majorité, les dénonciations et les ramener sur la place publique. Comme cela, ils pourront travailler là-dessus pour que les gens ne puissent plus parler. Il me dit non, que ça c'est le parti ça. Normalement, je devais venir les voir eux. Nous sommes du même village et tout. Et mon papa, pourquoi on l'appelle depuis, il ne décroche pas? Il y a même une somme qu'on doit le donner, on l'appelle de venir, mais il ne décroche pas. J'ai dit non, mon papa, il n'est pas très bien portant. Ça fait qu'il ne prend pas les appels quand on l'appelle. Et souvent, c'est moi-même qui l'aide pour certaines choses et tout. Il me dit ah bon? Il dit oui. Du coup, il y a un parmi eux qui me dit non, tout ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui, je m'en prends au chef de l'État et tout, alors que je suis un kabien et tout, c'est la faute à mon père. C'est mon père qui avait commencé cela et aujourd'hui moi aussi je suis en train de le faire et je mets même mes enfants. Quelque temps après, nous sommes arrivés dans un endroit, on m'a fait descendre de la voiture, ils m'ont fait monter à l'étage. Je le sais parce que j'ai gravi les escaliers, j'ai même failli tomber. Ils m'ont fait rentrer dans une salle où ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont enlevé la cagoule. J'étais assis sur une chaise, à côté il y avait un seau d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Et dans l'angle gauche, il y avait une photo imposante du président du conseil qui trônait. Quelque temps après, les deux gardes étaient là, ils étaient armés. J'ai vu entrer un monsieur
Je l'ai reconnu net parce qu'il avait l'habitude d'être toujours derrière le président quand le président voyageait. Donc j'ai dit que c'est son aide de camp. Mais après investigation, j'ai vu qu'aujourd'hui, il est le chef corps de la sécurité présidentielle. Le chef corps de la garde présidentielle, le colonel Aoui. C'est lui qui est venu à visage découvert, il ne s'est pas caché. Il m'a posé une question. Monsieur, ça va? J'ai dit la vie est belle. Il me dit ok. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Un cocktail? J'ai dit de l'eau. Il dit ok. Il dit au soldat qui était là en civil que après donnez-lui de l'eau. Faites venir le coiffeur. Moins de 2 minutes, le coiffeur est venu. Il a enlevé son matériel. Il dit rasez-lui la tête et la barbe. Sans mon autorisation. Dans mon entendement, il voulait me raser la tête et la barbe, peut-être parce qu'il voulait me rendre présentable pour aller me présenter au président du conseil. Je suis resté zen. Ils ont commencé à me raser mes cheveux. Pendant ce temps, ils me prenaient en photo. Ils ont commencé à raser la barbe. J'ai dit qu'ils me laissent la moustache. Parce que quand on me rase la moustache, parfois ça donne l'impression que j'ai une grosse bouche. Il dit rasez tout. Ils ont rasé. Il a pris les photos. Et il dit avant de sortir que jusqu'à ce que ta barbe ne repousse, j'espère que les bonnes paroles sortiront de ta bouche. Et il est sorti. Il est sorti. Ils sont revenus me remettre la cagoule. Ils m'ont fait descendre. Ils m'ont fait monter à l'arrière de la voiture. Et là, je tique. Je dis, ah. Ils m'ont pris du S-Creek. Ils m'ont amené dans cette villa. Juste pour me prendre mes cheveux et ma barbe. En pays kabyre, ou dans la tradition africaine, cela a une grande signification. Qu'on prend les cheveux et la barbe d'une personne. Et voir que c'est l'aide de camp, lui personnellement, me faire raser les cheveux et la barbe et prendre des photos, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pensé à la parole de la veille, si jamais tu t'en sors. J'ai pensé à ceux qui ont dit, il faut qu'ils m'emmènent dans un asile parce qu'il fallait qu'on me fasse passer pour un fou. Je savais automatiquement que c'est à Zébé, ils étaient en train de me mener. Mais si on devait m'amener à Zébé, dans l'asile des fous, normalement, c'est là-bas qu'on devait me coiffer. On devait me coiffer après avoir remarqué mon état. Donc j'estime, et c'est pourquoi j'ai nommé le colonel Aoui, j'en ai parlé à mes avocats, les poursuivre. Ils vont me rendre mes cheveux et ma barbe, parce que cela a une connotation spirituelle. C'est pourquoi à l'entame de mon live, je vous ai dit que je suis vivant devant vous aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est un mort vivant qui parle ou c'est un vivant. Parce que je ne sais pas si mes cheveux, ils sont partis les mettre avec ma barbe dans un cercueil, dans un tombeau, sous un fétiche, je ne saurais le dire. À des fins de rituel, je ne saurais le dire. Mais, ce qui est sûr, ils m'ont pris du S-Creek pour m'envoyer à cet endroit cagoulé où monsieur le colonel Aoui s'est présenté pour ordonner qu'on me rase les cheveux et la barbe. À quelle fin? Ils auront à répondre de cela et me rendre cela. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Si c'est sous un fétiche, ils ont déposé ça en pays kabyre, ils vont aller régler ça. Mes tantes sont déjà en train aussi de se constituer pour réclamer cela. Parce que bon, visiblement, je ne peux pas compter sur mes oncles. Mais au moins, je peux compter sur mes tantes. Et elles vont réclamer cela.
Donc qu'il soit prévenu par avance. On a quitté l'endroit, ils m'ont repositionné encore en position de sac de couchage, de marchandises à l'arrière d'un bus de 15 places. Et à mi-parcours, arrivé à la hauteur de la zone portuaire, je le sais parce que quand on m'a remonté la cagoule, j'ai vu un peu. Pour me donner de l'eau. Cette eau que le colonel Aoui a dit après donner lui de l'eau. C'est en ce moment qu'ils m'ont fait boire l'eau. Il a refermé la cagoule. Je me plaignais des menottes qui étaient trop serrées. Il m'a dit non, qu'ils n'ont pas les clés et que nous ne sommes pas loin d'arriver. Je suis resté ainsi jusqu'à ce que nous n'arrivions à Zébé. Arrivé là, ils ont retrouvé les clés. Ils m'ont enlevé les menottes. Ils ont enlevé la cagoule. Ils m'ont fait asseoir sur un siège normalement. Et ils sont rentrés à l'intérieur de Zébé. Nous sommes descendus et ils m'ont fait rentrer dans la salle d'attente pour voir le médecin. Quelque temps après, on nous a annoncé et j'ai vu le médecin qui était là à côté, toujours armé. Mais arrivé là-bas, ils ont levé les chargeurs de leur arme et tout, ils ont déposé. Et le professeur nous demande que puis-je faire pour vous. Et un des gardes lui demande s'il n'a pas reçu l'appel du colonel. Il dit oui, mais il veut m'entendre. Et l'un des gardes dit il va sortir pour faire un appel. Il sort et l'autre reste. Et je me mets à narrer l'histoire. Je me mets à dire oui, je tente de défendre même les militaires, les médecins, les enseignants que j'exigeais avec la fortune et les ressources du pays, qu'on triple le salaire, qu'on double, qu'on triple le salaire des médecins, qu'on double, qu'on triple le salaire des militaires. Possible. Qu'on arrête les personnes qui détournent les ressources du pays. Il est gêné, il s'est levé pour sortir. Parce que quelque part, il savait que je les défendais. Il est sorti. J'ai parlé avec le professeur, je lui ai narré tout ce que j'ai eu à lui raconter. Et après, il me dit de sortir, l'attendre dehors. Il était avec deux de ses assistants. Je sors l'attendre. Au bout de 5 minutes, il me fait revenir. Et il me dit, voilà, j'ai parlé, il m'a bel et bien entendu. Il y a de la cohérence dans ce que je dis. Je suis lucide, j'ai tout dit de A à Z de façon impeccable. J'ai soutenu un argumentaire. Sauf que, il m'a posé certaines questions. Est-ce que je dors? Est-ce que je fume le cannabis? Est-ce que je me retrouve souvent dans une situation d'angoisse et tout? Est-ce que je suis souvent triste? Est-ce que j'ai des idées suicidaires? J'ai répondu à toutes ces questions. Est-ce que je fume du cannabis? Oui, mais ça fait un moment que j'ai arrêté. Est-ce que j'ai des idées suicidaires? Il dit jamais j'ai pensé à me suicider parce que mes principes spirituels ne me demandent pas de le faire. Il dit mais pourquoi je dis que je suis déjà mort et tout? Il dit oui, vous savez que ce que je faisais, je ne pouvais pas être dans mon état pour le faire. Donc je savais que si on me prenait, je risquais le pire. Mais j'étais prêt à cela parce que je voulais que le pays change. Il dit mais est-ce que je dors? Je dis non, mais ces derniers temps je ne dors pas parce que je fais des heures de live. Je fais des heures de live et je discute avec les gens. Donc ça fait que je prends des boissons énergisantes pour ne pas dormir. Il dit voilà. Donc tout ce mélange-là montre qu'il y a quelque part un trouble. Et en psychiatrie, nous sommes dans une situation qu'on peut qualifier de suicide, dans une phase de suicide équivalent. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre fin à mes jours, mais je n'ai pas le courage. Mais je me mets en danger pour que l'individu en face de moi puisse en finir avec moi.
Et je dis non, mais docteur, vous savez très bien que je ne suis pas fou. Et il me dit, entre nous, que je ne peux pas être au Togo, connaître le pays dans lequel nous sommes, faire ce que j'ai fait là et dire que je suis normal. Que quelque part, il faut avoir un câble pété avant de le faire. Nous en avions souri. Et il m'a dit de me rassurer. Il ne me traite pas de fou. Comme il a bien dit, en psychiatrie, il y a des termes techniques. Je ne peux pas comprendre. Mais ils vont m'aider à m'apaiser et tout. Ils vont me garder pour que je puisse être apaisé. De me rassurer, il fera son travail de façon professionnelle. Ça, il me le garantit. Qui n'est pas là pour suivre les consignes de quoi que ce soit, lui fera son travail. Et je lui ai dit non, professeur. Non, docteur. Je ne savais pas qu'il était professeur en ce temps. Bien avant que je ne vienne ici, il y avait déjà des officiers du village de mon père qui avaient déjà planifié de me faire interner dans un asile psychiatrique. Et ce matin même, avant de venir, c'est un groupe parmi eux qui est venu dire que le petit frère ne raisonne pas bien et qu'il faut qu'on l'aide à guérir. Et je me retrouve devant chez vous. Donc ce que vous faites, ce n'est que la suite logique de ce qui avait déjà été décidé. Il dit non, que lui, après m'avoir écouté, s'il avait estimé qu'il n'y a pas lieu de me garder, lui, rien ne l'oblige à me garder, va me dire non, on va aller m'amener dans un autre centre, lui n'allait pas le faire. Mais parce qu'il a estimé que je dois être interné qu'il le fait. Il dit mais vous savez très bien que je ne suis pas fou. Il dit il n'a pas utilisé le terme de folie, mais ils vont m'aider à m'apaiser. Il dit aux soldats qui m'ont accompagné, d'accord, on va le garder, mais dites au colonel qu'il faudrait au moins envoyer 2 gardes pour qu'il puisse monter la garde devant sa chambre. Ils avaient déjà donné les consignes pour qu'on puisse arranger la chambre où je devais être. Ils m'ont dépassé, ils m'ont emmené vers là. Ils m'ont fait des prises de sang. Ils ont commencé à me faire leur traitement, à me faire des injections, à me donner. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on m'a injecté. Je ne vais pas aussi être une mauvaise langue pour dire que j'ai été empoisonné ou quoi que ce soit. Ce que je sais, j'ai reçu des injections. Je ne sais pas c'est quoi ces injections. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens à 100% de ma forme? Je ne peux pas le dire. Je ne suis pas à 100%. Et quand je reste, mes nuits ne sont pas aussi calmes qu'elles ne l'étaient avant que je ne sois interné dans une asile de fous. Et physiquement, je n'ai plus mon énergie que j'avais avant de pouvoir être interné. Je le sais parce que j'ai essayé de reprendre mes exercices physiques, mais je n'ai plus la force que j'avais. Je le sais. Donc, ils ont commencé les traitements, les injections, les sérums, les comprimés. Et là où j'étais, je n'étais pas autorisé à avoir de la visite. Ça a commencé le matin, le soir, ça a suivi. Et le professeur a dit normalement pour garder quelqu'un, il faut faire. Ils ont dit ils vont envoyer la somme pour qu'on puisse commencer. Ils ont trouvé les moyens de pouvoir me faire interner. Et ils étaient en mesure même de financer pour que je sois interné là. Dans tout ce que je vous dis jusque-là, mes parents n'étaient pas au courant que j'ai des problèmes et qu'on va m'interner. Non. Mes parents n'étaient même pas encore au courant que j'étais interné là-bas. C'était le mardi. Mon papa m'a cherché. Il est allé au West Creek. Ils lui ont dit que quand on m'a emmené la veille pour m'interroger, je déraisonnais, je ne raisonnais pas bien. Donc on m'a envoyé pour voir un psy. Il a été au niveau de l'ANR. Ils disent non, qu'ils n'ont pas eu de maîtresse ici, que c'est forcément au West Creek. Et finalement le mercredi, qu'on lui a dit que j'étais allé à Zébé.
et qu'on me faisait des traitements pour m'aider à retrouver mes esprits. Mon papa, ma maman n'avait pas le courage de venir. Elle était carrément dépitée. En ce temps, j'ignorais même que ma maman avait déjà commencé à faire des vidéos. J'ignorais que ma fille avait déjà à faire des vidéos. J'ignorais tout ce qui se passait à l'extérieur. Je n'avais aucune idée. Ils ont restreint la visibilité du live. Le live est très signalé. On dit on va le couper bientôt. Mais je crois que je vais déjà dire le maximum de ce qu'il y a. Arrêtez vos emojis et des commentaires qui ne sont pas encourageants. Bien avant qu'on me prenne, quand je savais qu'on me prendrait, il y avait une personne avec laquelle j'étais en communication étroite. C'était Zagabombo. Il me disait que je courais des risques. J'ai dit oui, je suis prêt à les prendre. Il dit de sortir du pays avant de parler. J'ai dit non. Je veux rester là pour le faire. Je le fais pour le Togo. Il m'a dit, frérot, si jamais on t'arrête, je te promets que je vais mobiliser le monde entier pour toi. Je ne vais pas te lâcher parce que ce que tu es en train de faire, franchement, j'avais entre-temps décidé d'abandonner carrément la lutte. Mais c'est voir la fougue que tu as, l'énergie que tu mets, ça me motive à pouvoir continuer. Donc si jamais on t'arrête, je te promets que je ne vais pas t'abandonner. Et même si tu es condamné comme les autres, sache que ta famille, je ferai tout pour qu'elle soit à l'abri, pour qu'elle soit protégée. J'ignorais qu'il allait joindre l'acte à la parole. Il y a un fait important que je veux vous rappeler. Pendant qu'on avait commencé, que moi j'avais commencé à faire mes interventions avec Verve déjà en décembre 2024, janvier 2025, Zagabombo était actif dans le train de la liberté. Et il m'appelait, il me faisait du chatting pour que je puisse rejoindre le train. Moi je dis non, ce que je fais, je le fais en mon nom personnel. Je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'agis en mon nom personnel. Je veux agir sous ma propre gouverne. Si je suis interpellé, je veux répondre moi seul. Je ne veux pas qu'on dise que c'est quelqu'un qui me manipule de l'extérieur, que c'est quelqu'un qui m'envoie. Et puis, entre-temps, il me dit, ah, il y a le grand frère Marc Nda qui voit ce que tu fais, il voit que tu es un peu vrai et que tu es en train d'agir dans la bonne marche de la lutte. Il aimerait te soutenir. Il a demandé que je puisse t'envoyer 1000 euros. J'ai dit à Zaga, mais dis-lui merci, mais je ne vais pas rentrer en contact avec lui, je ne vais pas monter dans ses lives. Parce qu'en ce temps, la peur que moi j'avais, c'est que quand il faisait les sorties, il disait qu'avec ce qui va se passer, les gens vont mourir. Et j'ai dit non, moi je ne peux pas être sur le territoire et puis tenir ce genre de propos, parce que demain on dirait que je suis en train d'emmener les gens à l'abattoir. Et moi je ne veux pas ça. Donc je ne peux pas rentrer dans ces lives, mais qu'ils lui disent merci. Je le remercie pour son soutien parce que ça tombait dans une période même où j'étais vraiment sous le rouleau. Mais au-delà de ça, je ne serai jamais membre du train de la liberté. Il m'a dit, oh non, c'est pas pour te corrompre, non, c'est juste pour t'encourager. Et c'est au nom de ce geste que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je témoigne du respect à M. Marc Nda. Parce qu'en retour, il n'a jamais rien exigé de moi. Il ne m'a jamais manqué de respect. Et les éléments du train de la liberté, quand ils ont eu les opportunités, les occasions, ils sont venus dans mes lives, ils m'ont donné de la force, ils m'ont encouragé. Et à ma sortie, ils faisaient partie de tout ce monde qui ont mobilisé les énergies pour exiger que je sois libéré. Donc encore une fois, j'aimerais passer par ce canal pour dire merci à Marc Nda et merci au train de la liberté pour leur soutien et pour avoir participé à ma libération. Je sais que si j'étais tombé, les armes à la main, sur le champ de bataille, il faisait partie des personnes qui chériraient ma mémoire, que l'univers s'incline en leur faveur. Voilà. Donc, j'ignorais en ce temps qu'il y avait déjà
cela que Zagabambo avait activé, qui avait déjà des gens qui étaient en train de se battre pour moi. Et le mercredi 28, j'étais allé pour prendre ma douche avec mon pied qui me faisait mal. Quand la secrétaire a fait rentrer mon papa et ma femme dans la salle où j'étais. Mon papa m'a vu avec les cheveux rasés, ma femme m'a vu, elle était un peu surprise. Et mon papa me dit que il y a des gens qui sont venus le voir, ils lui ont dit voilà, que normalement, il m'a cherché partout, il ne m'a pas trouvé. C'est aujourd'hui on lui a dit que j'étais ici, il est venu. Qu'on lui a dit que je déraisonnais. J'ai dit je ne déraisonne nulle part. Je ne déraisonne nulle part. J'avais déjà du mal à parler parce que à cause des injections, il y avait une forte incohérence entre mes pensées et ma locution. La langue était lourde, je n'arrivais plus à tourner la langue. Et j'ai dit non, ils ont commencé à m'injecter. Je veux qu'ils puissent informer ma maman pour qu'elle informe mon frère qu'on en parle à Zaga, qu'on me fait des injections. Comme ça, ils vont stopper parce que je ne sais pas ce qu'on est en train de m'injecter. Il faut que l'information sorte au maximum. Qu'on est en train de m'injecter. Mon papa dit non, bon. J'ai dit, je veux qu'on prenne un avocat. Parce que ma détention a été arbitraire. Ils m'ont torturé alors que ce n'est pas normal. Je veux qu'on prenne un avocat. Mon papa m'a dit non. Qu'on lui a dit que normalement, en m'emmenant ici, c'est pour me protéger. Parce qu'avec les infractions que j'ai eu à commettre, je devais risquer 15 ans de prison. Donc ici, c'est le moindre mal. Donc, il voulait me faire garder là-bas un bon moment, soit disant qu'on veut m'éviter 15 ans de prison. J'ai dit à papa, non, moi je veux qu'on prenne un avocat. Parce que mes droits ont été violés. Parce que lui ne veut pas se mêler de cette histoire-là. Je sais qu'il est corps habillé. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais il a qu'à en parler à la maman. Pendant qu'on parlait, les infirmiers sont rentrés. Ils ont commencé à faire le reproche à la secrétaire. Pourquoi elle m'a fait emmener? Comme mon papa est venu faire annoncé comme colonel Tchala, c'est en ce moment que je me suis rendu compte que le médecin qui me traitait était aussi de la médecine militaire. C'était un lieutenant-colonel de la médecine militaire. Donc comme sa secrétaire a entendu colonel Tchala, pour lui c'est le même corps. Donc elle a fait venir mon papa. Donc elle a fait partir mon papa et ma maman. Dit non, on n'est qu'à sortir. Je ne dois pas avoir droit aux visites. Ils sont sortis. Ils disent, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Mais dès qu'ils auront l'autorisation, ils vont venir. On dit avant qu'ils ne viennent, il faut que le procureur autorise d'abord. Et ils sont partis. Mais ça donne ce moment que au moins les informations vont sortir. Et que Zaga, mon frère et tout vont faire informer les gens que c'est comme ça qu'ils sont en train de m'injecter et tout. Donc, c'était le mercredi. Dès le jeudi, les injections ont stoppé. Je n'ai pas compris. Les sérums ont changé. Les produits que je prenais ont changé. Et en ce temps, on m'informe qu'il y a des gens qui sont en train d'afficher l'hôpital psychiatrique de Zébé. Qu'on a affiché la photo du directeur de Zébé. Je profite pas de cette occasion pour vous dire que la photo qui a été affichée, la photo du directeur de Zébé qui a été affichée, soit disant c'est lui qui m'a fait interner, qui me faisait des injections. Le monsieur était innocent. Il n'était même pas présent, il était en congé. Il est le directeur du centre psychiatrique de Zébé, mais n'est pas le médecin du centre. Le médecin c'est un professeur et c'est un lieutenant-colonel. Donc le directeur de Zébé n'avait aucun rapport avec ce qui s'est passé. Mais le médecin, c'est lui qui m'a reçu, c'est lui qui m'a interné. Donc ce n'est pas sa photo qui a été affichée. Donc je vous demanderai d'être un peu plus clément envers le directeur. Et si possible de supprimer ces photos si ces photos sont encore sur les réseaux. Parce que lui, il n'en était pour rien, il était même en congé. Mais le nom qu'on a mis correspondait, c'est ce qu'on m'a dit après, qu'on a mis le nom du colonel, mais avec la photo du médecin. Donc quand les choses commençaient à venir comme ça, les traitements ont stoppé, net. Tout a changé. Tout a changé. Et du moment où les traitements se sont arrêtés, le
jeudi, vendredi, hein, à ma sortie, je vais le dire en toute honnêteté, et je peux dire en partie c'est à cause des pressions, mais j'ai découvert un personnel formidable. Le personnel de l'hôpital psychiatrique de ZB a été professionnel et très aimable avec moi. Dans les échanges, d'autres ont eu à découvrir mes vidéos et ont su que ce que je faisais, c'était pour la cause collective. Ils étaient de tout cœur avec moi. Ils me traitaient bien. Quand bien même, durant tout le séjour que j'ai eu à faire là-bas, je n'avais pas le droit de sortir dans la cour comme les autres qui pouvaient le faire. Quand bien même, je n'avais pas le droit de parler à mes parents quand je le voulais, sans autorisation préalable du professeur et de certaines personnes. Tout le personnel s'est bien comporté avec moi. C'est ici l'occasion pour moi de remercier Zagabombo, de remercier Jémi, la reine. Je dois même enlever mon chapeau pour te remercier, Jémi. Merci. L'occasion de remercier Roméo Mokonzi, de remercier Kodjo Vitogen, de remercier Hodako, de remercier Tribunal La Flèche, de remercier Togbevi PC, de remercier Raoul Leblanc, de remercier tous ces blogueurs, toutes ces personnes, ces artistes, hein, ces community managers, ces professionnels des médias qui se sont mobilisés pour dénoncer ma détention, pour crier justice, pour exiger que je leur sois rendu. Merci à vous. Sans vous, je ne serai pas encore devant vous aujourd'hui. Je le dis encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais peu importe le temps qui me reste, ma priorité aujourd'hui n'est pas tout, non. C'était ce que j'avais voulu faire dans un premier temps, garder le silence et observer tout. Mais en étant là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a eu des gens qui ont fait un travail formidable. L'occasion encore ici de m'incliner en toute humilité devant Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toutes ces personnes-là. Pour ce qu'elles ont eu à faire pour ma famille et pour moi-même. Moi, je leur rends une reconnaissance éternelle. Une reconnaissance éternelle. La liberté dont je joue aujourd'hui, qui ne me satisfait pas totalement parce que j'avais pensé pouvoir aussi obtenir la liberté de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Si j'arrive à profiter de cette liberté, c'est en partie grâce à eux et à tout ce qu'ils ont eu à faire. Dites à Vincent Jack que Harmon est enfin dehors et qu'il lui tire chapeau, qu'il lui dit merci. Corolé, la brave Tania, j'ai vu tout ce qu'elles ont eu à faire. C'est que s'il doit citer les noms, je dis jusqu'à demain matin, on n'aura pas fini. Le général Makoso, j'ai été très surpris. Les évangélistes, les révérends pasteurs, le pasteur Antonio Cephas, lui qui particulièrement savait avant que d'autres ne sachent. Les lois de nos destins sur terre, Dieu les écrit. Et si ces lois sont le mystère, nous sommes l'esprit. Je suis celui que rien n'arrête. Je suis celui qui va
celui dont l'âme est toujours prête à Jéhovah. Donc j'aimerais pouvoir mettre mon énergie et me positionner comme faisant partie des défenseurs farouches des droits universels de l'homme. M'opposer à la torture, parce que c'est un acte, c'est une action, un acte imprescriptible. Et sachant que le 6, il y a eu des gens qui sont sortis pour réclamer ma libération et réclamer beaucoup d'autres choses. Et que ces personnes ont été torturées. Je ne peux que, moi, me dresser comme un rempart, exiger que justice soit faite en mon nom et au nom de ces personnes-là, pour que plus jamais sur notre territoire togolais, parce qu'elles sont dépositaires du pouvoir public, du pouvoir de l'État, de torturer des citoyens quand ceux-ci veulent s'exprimer. Peu importe ce qu'on peut reprocher aux gens, la loi existe. Et la loi a tous les mécanismes pour sanctionner ceux qui sont déviants. Mais nulle part dans le code pénal togolais, on a demandé qu'on torture les gens. Nulle part dans le code pénal togolais, on a demandé qu'on torture les gens. Alors on ne peut jamais, au grand jamais, accepter que les gens soient torturés, que les droits humains soient bafoués. Nous allons veiller à ce que toutes les personnes qui sont impliquées dans les cas de torture, dans les cas de violation des droits humains, puissent répondre de leurs actes devant la loi, devant la justice. Et nous, parce que nous sommes humains, nous veillerons à ce qu'ils ne soient pas torturés. Nous veillerons à ce que leur intégrité physique soit respectée. Parce que nous avons de la hauteur. Nous sommes des êtres supérieurs. Nous ne sommes pas des animaux. Quand on mettra la main sur ces personnes-là, elles devront répondre devant la justice. Et nous ferons tout. Nous nous engageons à cela pour qu'elles ne soient pas torturées. Parce que nulle part dans le code pénal, nulle part dans la législation togolaise, on a demandé qu'on puisse torturer les gens. La torture est un acte imprescriptible. Et nous n'allons pas continuer à cautionner cela. Je fais ce témoignage vivant pour que les gens comprennent. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui m'a torturé. J'ai cité des noms. Et j'ai pu le faire aujourd'hui, pas hier, parce que je voulais prendre le temps de constituer les avocats et qu'on puisse monter le dossier. Je cite les noms pour que ces personnes aussi se préparent davantage. Quand elles seront interpellées, si elles n'ont pas agi sous leur propre gouverne, elles seront obligées de citer elles-mêmes qui leur a donné l'ordre de le faire. Il ne m'appartient pas à moi de le faire. Moi, je défends la vérité et je me base sur les faits de ce que j'ai vécu pour pouvoir agir. C'est cela. C'est cela. Donc, il faut que je vous donne un autre détail qui est important pour que les citoyens que nous sommes, nous puissions prendre conscience que la dignité n'a pas de prix et qu'on ne peut pas accepter vendre notre honneur ou accepter mêler nos énergies à ce qui est mal, à ce qui est inconvenant, parce que nous avons un intérêt personnel à protéger ou à défendre. Non, la dignité n'a pas de prix, la liberté non plus. La dignité n'a pas de prix et la liberté non plus. Nous ne sommes pas dépositaires du pouvoir public. Nous ne sommes pas dépositaires du pouvoir de l'État. Nous n'incarnons pas des postes de haute fonctionnalité pour nous servir de
prérogatives pour malmener ou mépriser les autres. Non. Non. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale sur le territoire togolais. Et c'est sa volonté qui doit être observée et respectée. Respectée. Curieusement, je vous avais dit que pendant que on me disait d'aller pour voir les oncles du village pour connaître le problème en famille, il y avait 4 officiers qui étaient là et je n'avais reconnu qu'une seule personne. Pendant que j'étais interné, pendant qu'on m'interdisait l'accès à mes parents, pendant qu'on leur interdisait d'avoir accès à moi, il y avait une personne qui avait la latitude d'aller et venir me voir pour me travailler, pour me faire revenir à de meilleurs sentiments. Et c'est la fille du colonel Rojo. Elle aussi, elle est de la médecine militaire. Elle est collègue du professeur lieutenant-colonel Salifou Issifou, qui était mon médecin, mon psychiatre qui me suivait. Donc c'est elle qui venait me parler et qui m'alertait que pendant que j'étais interné, il y avait des mouvements qui se préparaient dehors. Et que les agabambos, mes frères, mon frère qui est en France, ma maman, sortaient sur les médias, France 24 et tout, et parlaient, et que des gens avaient eu à faire de la récupération de mon cas pour attaquer le président du conseil. Elle me disait que j'ai mis ma famille en danger. Et même qu'après mon arrestation, ma fille a dû faire une vidéo où elle a tapé sur la table, elle a tenu des propos graves contre le chef de l'État. Mais elle dit, c'est une fille et tout. Elle dit oui. Mais on peut la garder dans une brigade pour mineurs. Elle risque cela. Je dis, oh, comment? La nature de la vidéo de ma fille. C'est elle qui était là à me travailler. Que non, il fallait que... C'est elle qui m'a informé, d'ailleurs, qu'il y avait une cagnotte qui était en train d'être mobilisée pour moi. Et qu'il fallait que je renonce à cette cagnotte-là. Pour qu'on puisse me donner plus. Parce que si j'accepte la cagnotte, cela me lierait pour toujours aux gens qui se sont mobilisés pour moi. Et cela voudrait dire quelque part, elle est venue pour m'aider. Elle a appris que son frère est gardé. Elle veut m'aider à sortir, à pouvoir m'aider même à me réintégrer. Et qu'on peut faire beaucoup de choses pour moi, même m'aider à relancer ma carrière. Et même, elle est sûre que si on voit quelques personnes d'unir, unir à beaucoup plus d'argent pour m'aider que les gens qui sont en train de mobiliser l'argent pour moi. Et c'est mieux que ce soit unir qui m'aide que j'aille du côté de l'opposition. Je dis non, moi je ne suis pas de l'opposition. Je suis artiste et je suis du peuple. Que oui, mais il y a de la récupération. Les gens qui sont contre le président ont récupéré mon cas pour s'en prendre au président. Et il fallait que je garde la distance avec ces gens-là. Et le meilleur moyen de garder la distance, c'est de renoncer à la cagnotte. Parce qu'elles allaient me donner plus. On pouvait me faire sortir, je vais présenter. J'ai dit non, ok, comme même ma fille a fait des vidéos et tout, je vais faire des vidéos d'excuses. Mais, qu'on me libère, que je rentre chez moi, parce que moi je peux porter peine pour torture. Je veux prendre un avocat. Mais pour apaiser les choses, qu'on me libère. Je rentre chez moi, je reviens dans ma chaise ici, je réunis mes enfants, on va faire une vidéo pour présenter les excuses au président. Parce que c'est elle qui m'a informé que ma maman a fait une vidéo, elle a demandé aux femmes de militaires de sortir, que comme ils ont peur à leur mari, elle a fait des vidéos et après elle a dû faire une vidéo pour s'excuser. C'est à ma sortie que j'ai vu qu'il y avait une forte pression exercée sur ma maman, de par la famille et tout. Des pressions intenses.
Dieu indirectement voulait dire qu'elle aussi, elle risquait d'être appréhendée parce qu'elle voulait appeler à un soulèvement. Que la poupée qu'elle a fait, c'est très grave et tout. J'ai vu tout ça, je dis, mais moi je m'étais engagé seul dans la chose. Sans impliquer mes parents. J'ignorais qu'eux, ils réagiraient même comme ça. Et ça va aller jusque-là. Non, moi je vais essayer de calmer les choses. Mais qu'on me laisse rentrer chez moi et je vais travailler à apaiser les choses, présenter mes excuses. Puisque c'est pour les insultes qu'on m'attaque. Donc je vais présenter mes excuses pour les insultes. Et je vais reprendre ma première posture. Continuer par dénoncer ce qui ne va pas, mais en m'appuyant sur les faits. Parce que je tiens toujours à le faire. Que non, de m'occuper de ma musique. On va me faire même aller à Dubaï pour faire une vidéo. Elle commence à faire du chatting. J'ai compris que j'avais ma vie entre leurs mains. J'ai dit ok. Mais qu'on me laisse rentrer chez moi pour faire la vidéo. Ça, j'insistais sur le point là. Elle me dit ok, ce qu'on peut faire. Quand on me fait rentrer chez moi, on me remet mes portables. Je fais la vidéo en même temps. Après, on éteint, on reprend les portables. Et on me fait sortir. On va me mettre dans une villa. Ou même si je veux, de choisir un endroit, un pays où je veux aller avec mes enfants et tout, on va nous faire partir là-bas. Mais il faut que je sois coupé de la source de ceux qui ont cotisé pour moi, ceux qui ont fait la cagnotte. En ce moment, j'ai commencé par prendre conscience que j'étais devenu quelque chose qui dépassait leur entendement. Sinon, ils ne seraient jamais venus pour essayer de faire des négociations de la sorte. J'ai commencé à exiger que non, moi je ne vais pas quitter. Si je rentre, je veux rester chez moi. Je ne vais pas partir. Que non, si je reste, les gens peuvent venir m'agresser parce que c'est moi qui avais lancé le mot d'ordre du 6. Et si je me retracte, les gens peuvent se fâcher parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer dehors. Donc il faut que je puisse me désengager de ces gens-là. Sinon, ceux qui ont cotisé l'argent pour moi, ça va être une insulte pour moi pour toujours. Une insulte pour moi pour toujours. Demain, si je veux réaliser des choses par moi-même, ils diront, oh, ce que tu fais là, c'est nous qui avons cotisé pour toi. Je dis, mais moi, je n'ai pas demandé aux gens de cotiser pour moi. Ça m'est tombé du ciel. Moi, je suis parti me sacrifier. Les gens se sont mis à cotiser. Elle dit, oui, c'est pour soutenir la famille et tout. Comment moi, je peux supporter que les gens vont dire que c'est eux qui ont cotisé pour supporter ma famille. Demain, moi, je ne peux rien faire avec mes enfants. On va dire que voilà, si ce n'était pas nous, tes enfants ne seraient jamais tel. Et ça va me suivre toute ma vie. Donc il vaut mieux que ce soit eux qui m'aident plutôt que ce soit les opposants. J'ai insisté à faire la vidéo en étant chez moi à la maison. Et ils ont compris que si je veux rester chez moi à la maison, c'est dangereux parce que si jamais on me sort et je prends confiance du niveau de popularité que j'avais atteint, je serais encouragé à continuer dans la droite ligne de ce que je faisais avant d'être interpellé. Et je deviendrais un danger permanent pour eux. Mais il fallait que je sois coupé de toutes les informations, que je renonce, que même je fasse la vidéo d'excuses avant de me rendre compte du niveau où le peuple m'avait placé. J'ai dit, mais si je dois renoncer à la cagnotte, il faut que je parle avec Zaga et que je parle à mon frère pour savoir dans quelle logique les gens ont fait la cagnotte, que je sache c'est combien la cagnotte. Et là, j'ai fait la ruse. Vous dites que vous me proposez plus, mais je ne sais pas combien fait la cagnotte. Si tu me fais renoncer à plus et tu me proposes moins, j'aurais perdu. Alors que de tes propres mots, tu as dit que les gens ont cotisé pour mettre ma famille à l'abri. Ma famille va dire que mais je suis bête de leur envoyer moins alors que les gens ont cotisé plus. Que non, il faut que je fasse les vidéos d'excuses avant de parler à Zaga et parler à mon frère. Là, j'ai dit que non. Là, je suis en position de force. Sinon, ça ne se passerait pas comme ça. Ça, c'était aux alentours du 4, du 3 et du 4. Mais bien avant cela, quand la pression montait, et pendant que je l'ignorais, c'est le 2 juin qu'ils ont autorisé mes parents à venir me voir. Mon papa est venu avec ma maman. Et ils m'ont rendu compte qu'ils ont été appelés par le procureur. Parce que quand ça chauffait, le médecin m'a fait savoir que lui, il ne m'a pas interné de sa propre volonté. Mais actuellement, on est en train d'afficher la photo du directeur, des gens, du centre et tout.
alors que c'est le procureur qui a pris une réquisition pour qu'il m'interne, que c'est sur réquisition du procureur qu'il m'a fait interner. C'est longtemps après, j'ai su en fait que non, le procureur a joué son rôle. J'ai été arrêté sans mandat, sans qu'il n'ait été consulté. Il n'y avait pas de dossier. J'ai été interné sans qu'il ne soit informé. Il n'y avait pas de dossier. Mais quand ça a commencé à chauffer, on pose des questions, qu'il a fait interner, pour quel motif et tout. C'est en ce temps qu'ils ont envoyé un dossier au procureur pour que lui, il puisse demander que je sois jugé et tout. Parce que si j'ai interné, le procureur a dit, mais c'est quoi son état médical? Comme ils m'ont déjà fait interner, le médecin a envoyé une note au procureur lui disant que je souffre de défaillance mentale. Le procureur a été professionnel. Il a dit, mais si il souffre de défaillance mentale, moi je ne peux pas juger un fou. Donc, il faut l'interner. Et quand il sera guéri, vous allez le ramener et moi je pourrai faire mon travail. Mais la pression continue de monter. La famille proche mettait la pression sur mon papa et ma maman pour qu'ils se calment, que genre c'est eux qui m'ont interné. On m'a dit niet. Elle n'a pas interné son fils. Quand son fils quittait la maison, il était en bonne santé. Le procureur en ce temps a appelé mon papa parce que la pression montait. Les gens disaient libérer Amron, les gens en prélude de la manifestation du 6. Il lui a dit que voilà, il y a 2 charges qui sont retenues contre moi. Je reviendrai plus tard sur ça. La première, c'est que j'ai insulté le chef de l'État. Et la seconde, c'est parce que j'avais associé mes enfants. Donc c'était une sorte de détournement de mineurs. Et je les ai fait participer à des actions où on a insulté les gens et tout. Et que c'est grave. Parce que les enfants appartiennent à la République. Et je les ai fait faire des choses dont ils n'étaient pas conscients. Donc, ça c'est les 2 charges, les 2 chefs d'accusation qui sont retenus contre moi. Mais, lui ne peut pas juger un fou. Donc, on m'a mis au niveau de l'hôpital psychiatrique de ZB. Maintenant, mes parents ont le choix entre m'enlever du centre psychiatrique de ZB et m'envoyer dans un autre centre, mais à leurs frais. Soit me laisser dans le centre psychiatrique de ZB, mais c'est à la charge de l'État. L'État va poursuivre son traitement. Donc quand ils sont venus, mes parents ont dit, ils ont parlé avec moi, et on a dit non. Ma maman m'a demandé si on m'a injecté vraiment. J'ai dit oui. Il dit ok. Dans ce cas, elle ne sait pas ce qu'on m'a injecté. Elle ne peut pas demander qu'elle va me prendre et on va m'emmener dans un autre centre psychiatrique. On ne sait pas ce qu'ils m'ont fait. Donc ils n'ont qu'à continuer leur travail. Papa dit non, lui il a confiance en eux. Il a confiance en l'État. Donc ils n'ont qu'à poursuivre leur travail. Et le procureur a dit que quand je serai soigné, en ce temps, je pourrai revenir répondre des charges qui sont retenues contre moi. Quand je vais retrouver mes états. Donc, en ce temps, il fallait en ce moment que mes parents signent un document attestant que c'est eux qui ont décidé que je sois gardé à ZB. C'était le 2 juin. Donc ça devient une demande d'hospitalisation à la demande du tiers. C'est-à-dire que ce sont les parents même qui ont amené leur fils pour qu'il soit interné. Et qu'on a rempli le document. Le professeur a exigé qu'on mette le 27. Mais, comme si depuis qu'on m'a pris pour m'emmener là-bas, c'est mes parents eux-mêmes qui m'ont emmené. Or, de ce jour jusqu'à ma libération, les gardes étaient toujours devant ma porte. Pourtant, ce sont mes parents qui m'ont emmené, disait-on. J'ai demandé, quand ce sont les parents qui amènent un patient à l'hôpital, ça veut dire que les patients ont le droit d'avoir leurs parents au téléphone quand ils le veulent. Oui. Mais pourquoi, comment je vais parler à mes parents? Il faut que le professeur appelle la fille du colonel Rousseau. Et c'est elle qui doit dire si oui ou non je dois parler à mes parents. Je comprenais, je commençais à voir que l'affaire n'est pas claire. Pourquoi il ne veut pas que je sois en communication avec mes parents? Mais elle pouvait venir me voir quand elle le voulait. Elle pouvait me parler quand elle le voulait sur le portable du professeur. Donc, le 3 et le 4, on a eu la discussion là avec elle. Et le professeur me dit, voilà, il faut que je pense à faire la vidéo, comme je le dis. Il m'a dit, non, mais voilà,
Moi, je ne peux pas faire la vidéo et renoncer à la cagnotte comme ils me le disent dans le vide. Qui vont faire plus pour moi. Que non, c'est mieux que Unir puisse m'aider plutôt que l'opposition m'aide. Qu'est-ce qui me dit que ce que les gens ont cotisé pour moi, c'est moins comparativement à ce qu'eux veulent me proposer. Il faut qu'ils puissent parler clairement pour que je sache. Parce que moi, en ce temps, j'ai commencé à travailler, à avoir des éléments que je pouvais utiliser contre eux. Donc, on l'appelle la fille du colonel Roseau. Elle aussi, elle est colonel aujourd'hui. Je pense que la doyenne de la faculté de médecine ou, je ne sais pas, à l'université de Cara. Et elle me dit, ah, oui, elle est en train de se démerder pour moi et tout, et moi je veux mettre la pression. Je dis, non, c'est pas une question de mettre la pression. Je ne peux pas renoncer à la cagnotte qui est censée sauver mes parents pour un plus dans le vide. Il faut que je te prononce clairement, que je sache. Elle me dit, elle va me rappeler. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, qu'elle a pu mobiliser 19 millions pour moi. Je dis, ah bon, ok, j'ai compris. Mais avant ça, elle me dit, mais je demande l'argent et tout, alors que je n'ai pas encore fait les vidéos d'excuses, je ne suis pas encore libéré, il faut que ça libéré, on peut pas m'apporter l'argent là-bas et tout. Je dis, non, on peut aller, si c'est vraiment vrai qu'elle veut faire un geste, pour être sûr, elle peut aller donner le montant à ma maman. Si maintenant, je fais la vidéo après, elle me dit, non, voilà, ma vidéo ne sert à rien. Donc c'est comme ça. Elle me dit, elle a pu mobiliser 19 millions pour moi. Je dis, ok. Dans ce cas, laissez-moi parler à ma maman, laissez-moi parler à mon frère pour savoir c'est quoi la cagnotte avant de pouvoir dire si j'accepte ou pas. Et donc dit non, mais là si j'en parle à ma maman, et comme elle parle beaucoup là, elle va sur les réseaux pour dire. Je ne vous ai pas dit d'aller parler à mon papa. Je sais le rapport que j'ai avec ma maman. Je saurai comment lui dire. Je vais lui dire que normalement je veux porter plainte pour les tortures. Mais cette somme-là, on me la donne pour que je ne parle pas de torture. Parce qu'elles m'ont convaincu de ne pas parler comme m'a torturé, parce que ça va nuire à l'image du président. J'ai dit non. Mais c'est pour répondre au commandant Mbale qui m'a dit si jamais je m'en sors, d'allumer ma caméra pour dire qu'on m'a torturé. Vu que j'ai eu les informations qui avaient la pression qui montait et que même ils veulent me libérer, j'ai dit voilà, donc moi je vais parler de lui. Elle dit non, de ne pas parler de torture. Je dis non, voilà. Pour ne pas que ma maman trouve la chose bizarre, je lui dirai que l'argent qu'on veut me donner là, c'est en fonction du cas que j'ai été torturé. C'est pour les dédommagements. Elle dit non, 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 que ce n'est nullement pour les dédommagements. C'est pour m'aider. Je dis oui, mais il faut que je sache la cagnotte fait combien. Si la cagnotte fait 18 millions, toi tu me proposes 19 millions, donc à cause de 1 million, moi je vais trahir ceux qui se sont mobilisés pour moi. Non, je tenais à parler à ma maman pour lui dire qu'il y a une information. Elle n'a pas voulu. Elle dit de faire la vidéo d'abord et tout. Donc comme j'ai dit qu'il faut que je vérifie par rapport à la cagnotte, elle me dit, ah bon, donc tu veux être cupide jusqu'à ce point. Je dis voilà, tu prétendais être ma soeur, qu'on a grandi ensemble, et que tu es en train de te mouiller pour me sauver. Et tu me dis de renoncer à la cagnotte parce que les gens qui ont cotisé l'argent pour moi vont m'insulter, moi et ma famille, pour toujours. Même si j'ai accompli des choses après, les gens vont dire que oui, c'est grâce à nous. Qu'il vaut mieux que vous puissiez m'aider. Toi, tu ne m'as même pas encore aidé, tu me traites de cupide. Donc, en vérité, tu veux me faire porter l'étiquette de traître à la lutte, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, voici ce qu'on va faire. Je vous ai bien dit que si je ne rentre pas chez moi avant de faire la vidéo que je vais faire là, ça va se retourner contre vous. Parce que vous êtes en train de manipuler mes énergies. Ce n'est pas dans ces conditions-là que je vais faire la vidéo. Mais tu insistes que je fasse la vidéo ici. Parce que selon toi, les gens savent déjà que je suis ADB, donc de le faire. Or, moi j'ai compris indirectement qu'elle voulait que je fasse la vidéo pour casser la mobilisation du 6. Elle me disait déjà, et je n'avais pas des cadeaux pour savoir comment les choses se faisaient, que les gens veulent faire des actions et tout, et que ça va me retomber dessus. Vu que le procureur a dit qu'après mon cas, je vais retourner devant la justice, je risque une lourde peine. Il dit ok. Donc vous pouvez envoyer l'équipe, qu'elle vienne, et je vais faire la vidéo d'excuses. Mais ne me parle plus d'argent, que non, excuse-moi pour le terme. Je dis non, 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 non. L'homme prudent voit le mal de loin. Comment ça a commencé? Après, tu ne pas dire que c'est pour le dédommagement, que c'est pour m'aider. Après, c'est vous-même qui allez répondre dans l'opinion que oui, vous m'avez donné l'argent
C'est pourquoi j'ai cessé de parler de ça. Non, je ne veux pas de votre argent, gardez-le. Je préfère prendre la cagnotte, même si je ne sais pas combien ça fait là. Je préfère la prendre, même si c'est 2 francs. Elle dit, elle insiste. Je dis non, et j'ai passé le portable au professeur. Je dis, elle n'a qu'à leur dire. C'était la nuit du 4, ça. Elle n'a qu'à lui dire. Il n'a qu'à lui dire plutôt qu'ils n'ont qu'à envoyer leur équipe pour que je fasse la vidéo. Mais je ne veux plus jamais avoir de discussion avec elle. Qu'elle enlève son nom et sa bouche de mes affaires. Je ne veux plus qu'elle m'aide comme elle voulait m'aider. Voilà. Jusque-là, mes parents n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Donc, la nuit du 4 au 5, à 2 h du matin, je dormais quand ils sont arrivés. Une équipe de 3 personnes. Les autres étaient dehors, je ne les ai pas vus. Ils sont arrivés, ils me disent voilà. Le premier entré, il mettait un cache-nez pour que je ne le reconnaisse pas. Là, il me pose des questions, voilà, il veut qu'on parle de la vidéo avant qu'on la fasse, qu'on puisse la faire. Et que je dise un peu ce que venait de la vidéo avant. J'ai dit non, voilà, je vais présenter mes excuses au président du conseil par rapport à mes insultes. Parce que oui, nous sommes dans un état de droit. Et normalement, quand un citoyen insulte, ce que je disais qu'on m'avait interpellé, j'ai redit ça. Quand tu insultes, tu dois répondre de tes actes. Donc le fait que j'ai insulté, c'est mauvais. Donc je vais présenter mes excuses pour les insultes. C'est important parce qu'on m'a dit que ma fille aussi a insulté. Donc c'est pas un bon exemple. Et je veux protéger ma fille. Donc j'ai fait la vidéo. Est-ce que je fais la vidéo là sous une menace? Je dis non, c'est moi-même je veux la faire. Dans ce temps, j'ai déjà préparé mon discours, je savais ce que je dirais. Et si vous me suivez, ma vidéo, au-delà de Be a Brave Being, j'ai bien dit, le Togo est un état de droit et nul n'est censé être au-dessus des lois. La loi est dure, mais c'est la loi. Cela veut dire que, moi je veux me baser pour ça, pour dire, moi, j'ai fait une mauvaise chose. J'ai été un déviant. Je suis en train de le payer. C'est normal. Toutes les personnes qui ont détourné de l'argent, qui sont citées dans les différents rapports, doivent répondre aussi de leurs actes. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi et nul n'est censé être au-dessus de la loi. J'ai préparé la vidéo. Ils ont pris leur caméra pour filmer. Et après, ils voulaient que je puisse mettre la vidéo sur mon compte. Ils ont voulu amener leur PC pour que je puisse ouvrir mon compte là-dessus. J'ai dit non, 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 non. Moi, je ne connais pas mes codes en tête. Mais il faut que je puisse ouvrir ça sur mon portable, taper le code avant d'ouvrir sur leur PC. Mais quand ils ont amené le portable, j'ai fait charger la vidéo sur mon deuxième compte. Parce que je savais que par là, ça va amener une confusion au sein de l'opinion. On va dire que mais pourquoi c'est le deuxième compte qui publie et non le vrai compte d'Amron. Donc l'affaire n'est pas claire. Maintenant ils sont venus, j'ai ouvert le code et j'ai fait balancer la vidéo sur mon deuxième compte. Quelque temps après, un d'entre eux s'est rendu compte que non, la vidéo n'est pas sur le compte que j'utilise souvent pour mes lives. Je dis ah bon, oh ok, donc c'est une erreur. Il y avait un compte de sauvegarde, donc je vais le faire. Donc pour publier la vidéo, j'ai téléchargé la vidéo de mon second compte et je l'ai publiée sur mon premier compte. De sorte que la vidéo que je publie sur mon compte principal puisse porter la signature du deuxième compte. Là, les gens vont se dire, mais si c'est vraiment lui, pourquoi ne pas publier la vidéo directement? Et c'est la vidéo du deuxième compte qu'on publie ici. Donc c'est des gens qui sont en train d'utiliser ces comptes. Putain. Je savais que les gens allaient déchiffrer ça, que ça allait créer d'autres polémiques. Il a dit non, voilà, je vous ai bien dit que la vidéo va se retourner contre vous. Vous ne m'avez pas écouté. Donc maintenant, j'ai fait ce que vous avez voulu. Vous avez exigé que je fasse les excuses ici, alors que ce n'est pas ce que moi je voulais. Donc vous avez votre vidéo. Il dit ok, donc voilà, c'est bon. Donc ils espèrent que à ma sortie, parce que normalement j'étais censé sortir le 7, après là, maintenant le 6, j'allais sortir le 7. À ma sortie, mes actions vont aller dans la droite ligne des excuses que j'ai présentées. Je dis oh, bien sûr, c'est pour ça. Aujourd'hui, ils vont comprendre. Donc je finis maintenant. Et le monsieur prend le sac et il dit voilà, il y avait eu une discussion et
on voulait faire un geste pour m'accompagner, pour m'aider. Et il ouvre le sac, il me présente les 5 millions. Qu'à la base, on avait dit 19 millions, mais ça a été revu à la hausse, c'est maintenant 25 millions. J'ai dit non, 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 non. Moi, je ne veux pas de votre argent, non. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas être cupide. Je préfère prendre la cagnotte, c'est mieux. Donc, gardez votre argent. Que non, lui n'est qu'un simple envoyé. Il n'est qu'un simple envoyé. Donc, de prendre, de réfléchir. Dis non, c'est déjà tout réfléchi là. Moi, je ne veux pas de votre argent. Non. Je ne veux pas de votre argent. Ramenez l'argent à la personne qui vous a remis ça. Et dites que je ne veux pas, je ne suis pas cupide. Je ne vous ai jamais demandé de l'argent. Donc j'aimerais éviter que demain, on vienne dire que c'est moi, j'ai demandé de l'argent et on me l'a donné. Non. C'est vous qui êtes venu m'informer qu'il y a une cagnotte. Et vous me demandez de renoncer à la cagnotte. Je refuse. Vous insistez. Et comme j'ai ma vie entre vos mains, je dis, je veux savoir au moins c'est combien la cagnotte avant de faire la comparaison. Et vous me traitez de cupide. Vous avez vendu vos intentions. Vous voulez casser le niveau auquel le public m'a mis. Vous voulez me ramener en bas. C'est pourquoi vous faites la négociation comme ça. Donc ramenez votre argent. Ça l'a surpris. Que même mon argent est là, dès que je veux. Demain matin, il peut me donner ça à ma maman. Je dis non, 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 c'est même pas la peine. Ils n'ont qu'à garder de l'argent. Il est parti. Après, le professeur est venu me dire, waouh, qu'il ne s'attendait pas à ce que je refuse l'argent. Je lui ai dit non, ce n'était pas de l'argent, c'est mon âme qu'il voulait acheter. C'est mon âme qu'il voulait acheter. Ce n'est pas de l'argent qu'il me donnait. Et 25 millions, ce n'est pas de l'argent. 25 millions, ce n'est pas de l'argent. Je viens d'une famille modeste. Mais mes parents ont eu l'argent. On a compté l'argent, quoi. Voilà. Ce n'est pas 100 millions, ce n'est pas 200 millions. Donc je connais la valeur de l'argent. Donc par rapport au niveau qui m'ont laissé entrevoir que j'avais, parce que je n'imaginais pas cela. Ça m'est tombé du ciel. Je ne peux pas prendre de l'argent, jamais. Je savais le rôle que je pouvais jouer. Et je vais gagner même des milliards. C'est ça la vérité. Ma dignité et mon honneur. Et en ce moment, j'attends. Le 7 arrive. Je pense qu'on va me libérer. Mais niet. Maintenant, le discours c'était que maintenant que j'ai refusé l'argent, je suis devenu un cas plus grave. Parce que ça veut dire que je suis conscient de ma force et de mon poids. Donc si je sors, je vais continuer ce que je faisais. Et maintenant qu'il y a déjà le public qui m'écoute, ça va devenir plus grave. Donc, il faut qu'on me garde là-bas. Il faut qu'on me garde là-bas. Je ne dirai pas par quelle alchimie, ni par quelle magie. J'avais la chance qu'il y avait des gens qui venaient avec leurs patients. Il y en avait qui me reconnaissaient. Donc souvent, je reste à la fenêtre et les gens me voient. Amron et tout. Et eux me donnent les informations de comment ça se passe sur la toile. Donc j'avais les informations. Ah, tiens. Donc, à Enoua, il est quoi. Ok. Mais quoi. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu par son intermédiaire. Il est passé par la fenêtre. Il a pu me passer son portable. Je l'ai pris, j'ai appelé ma maman pour la prévenir qu'elle était sur écoute. Elle n'a qu'à faire attention au message qu'elle reçoit et qu'elle n'a qu'à tout faire, exiger que les avocats viennent me voir. Que les avocats viennent me voir. C'est très important. Que les avocats viennent me voir. Parce que jusque-là, ils n'acceptaient pas que les avocats viennent me voir. J'ai exigé cela. Et j'ai dit à un moment, à ce moment qu'on se parle, ils sont en train de nous écouter. Et j'ai remis le portable à la personne. Elle est partie. Moins de 30 minutes après, les gens sont arrivés. Ils sont venus pour faire une fouille dans ma cellule. Pour voir si je n'avais pas d'objet compromettant.
Je savais le pourquoi il était venu. Je savais qu'il avait capté la conversation avec ma maman. Ils ont tout fouillé dans les poches et tout. Ils n'avaient rien. Mais en le faisant, ils se sont exposés davantage. Je savais qu'ils avaient toute ma famille sous haute surveillance. Maman a commencé à appeler pour exiger que l'avocat vienne. Il ne voulait pas. C'est un peu ça en gros. Il y a beaucoup d'autres détails que je me préserve de donner pour protéger beaucoup de personnes. Mais soyez sûrs, j'ai créé le script. Et le moment venu, on réalisera un film. On réalisera un film avec cette histoire. Si je suis encore vivant. Parce que comme je le dis, je ne sais pas ce qu'on m'a injecté. Je ne sais pas ce qu'on m'a fait boire. Je sais le risque que je cours en racontant toute cette histoire-là. Toute cette histoire, en citant des noms. Mais je le fais parce que je me dis, tant que j'ai le souffle, je ne sais pas quel effet les produits auront sur moi, ni ce qui peut se passer demain. Je veux que ce soit un témoignage vivant. Que personne ne soit demain, si jamais quelque chose m'arrive. Je veux laisser un témoignage vivant pour l'histoire, pour la postérité. Pour l'histoire, pour la postérité. Je veux que les gens sachent que jusqu'au bout, je me suis engagé pour la patrie, pour le Togo. Raison pour laquelle, quand j'ai appris ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6, quand les gens sont sortis, comment d'autres ont été torturés, et après, dans la même veine, dans la quête pour la reconquête de leur souveraineté, des gens ont été traités comme ils l'ont été et que nous avons tous vu de nos propres yeux en mondovision, que certaines personnes nous parlent d'intelligence artificielle ou de fake news. Je dis, je ne pourrais pas parler à la place des gens, mais parce que moi aussi j'ai été une victime de torture. Dorénavant, je veux être l'avocat de cette cause. Faire en sorte que ceux qui m'ont torturé puissent le payer cher pour que cela puisse galvaniser ceux aussi qui ont été torturés. Depuis que l'histoire du Togo existe, ou du moins ces 20 dernières années, je suis sûr que personne n'a été torturé, est sorti et a osé témoigner en citant des noms des premiers responsables. Que ce soit des hauts dignitaires ou des personnes haut gradées ou qui occupent des hautes fonctionnalités, les nommer et dire à visage découvert que je porte plainte contre vous pour torture, pour avoir violé le code pénal togolais, pour avoir violé mes droits, pour avoir outrepassé votre pouvoir. Nulle part sur terre, tous les pays qui ont ratifié la Convention des droits de l'homme ne doivent admettre que la torture puisse s'opérer sur leur territoire et qu'on garde un silence. J'ai cité des noms et pas des moindres. Mes avocats sont sur le coup. Peut-être que cela peut me coûter cher, peut me coûter la vie, mais je ne vais pas fuir mon Togo. Je ne vais pas fuir la terre de mes aïeux. Non, c'est ici que je vais rester. Que ce qui arrive, arrive, mais je réclame justice. Et à ma suite, toutes les personnes qui ont été torturées, si elles ont le nom des personnes qui les ont torturées, qu'elles n'osent pas apporter plainte, nous allons faire de ce Togo un état de droit. Et je le dis encore une fois, les personnes qui nous ont torturés, quand on mettra la main sur elles et qu'elles devront passer devant la justice, nous nous engagerons à faire en sorte que leur intégrité physique soit préservée, qu'elles ne soient jamais torturées, parce que nous sommes d'une intelligence supérieure, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des... Je ne vais pas insulter, on pourrait encore retenir cela contre moi. Donc c'est ça. Maintenant, j'ai vu tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. J'ai vu les Togolais travailler à revendiquer leurs droits. J'ai vu la justice, le procureur qui a été exemplaire sur mon cas,
qui n'a pas tordu le cou du droit, qui n'a pas accepté d'être mêlé à cette machination, qui a fait son travail de façon professionnelle. Je l'ai vu. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires. Vous savez, hier, j'ai passé plus de 3 heures de temps devant mon téléphone en regardant la vidéo, le live du rappeur Amron. Je ne voyais pas le temps passer. Je ne me voyais pas en train de suivre un live pendant 3 heures de temps. C'était la première fois de suivre un live TikTok pendant plus de 3 heures de temps sans être fatigué. Vous savez pourquoi? Amron est super intelligent. La logique, la cohérence dans tout ce qu'il disait accrochait les gens. Et c'était 18 000. Le nombre ne descendait pas. 15 000, 16 000 personnes connectées, 17 000, 18 000. Et c'était les 18 000 jusqu'à la fin du live. Il a révélé beaucoup de choses. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le gars, la logique, la cohérence, il serait en train de parler d'un sujet et il met une petite pause plutôt, et il ira expliquer un autre fait pendant plus de 20, 25 à 30 minutes et il reviendra exactement là où il était. Sans tâtonner, sans demander j'étais où, je parlais de quoi. Je me demande, non, le gars, il a quel cerveau? Il peut dire, il raconte, ok, il serait en train de raconter peut-être sa journée du 1er juin. Il met une pause, il va en arrière pour expliquer un fait. Et pas d'autre chose. Après, il dit, ensuite, le 2 juin, je me demande, non, le gars, franchement, c'est un gars qui est super intelligent. Et je vois les gens qui disaient, non, il a changé depuis qu'il est sorti. Qu'est-ce qui vous a dit qu'il a changé? J'ai lu les commentaires, on dit maintenant, il est là pour faire la promotion de X, de Y. Qui vous a dit qu'il a changé? Plusieurs personnes ont connu Amron après son arrestation. Là, quand il a débuté le live, il a essayé de situer l'opinion générale dans le sujet. Il a essayé de ramener certains dans le sujet en parlant de l'origine de sa lutte, commençant par le père de l'indépendance, Evanus Olympio, comment il a commencé la lutte avec son idée de créer une monnaie pour le Togo. Il a listé beaucoup de choses jusqu'à l'arrivée de son excellence fort et au pouvoir. Et il a continué jusqu'à la sortie de Madame Nyakade, ce qui a même, vous savez, a donné un coup de plus à sa lutte. Et c'est la chronologie, c'est une suite logique. Et quand il parlait parce qu'il ne dénonçait pas les choses, les gens pensaient que non, le gars il était là, il a changé et tout. Au fait, il situait les gens dans le sujet. Mais arrivé au bon moment, il a commencé à sortir les noms. Et vous avez écouté, vous avez vu tout de suite. Il a dit beaucoup de choses. Qui peut être courageux comme ce monsieur? Qui peut être courageux comme ce monsieur? Il y a des gens, il suffit de se faire arrêter. Dès qu'ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Ils font des rêves bizarres. Ils ne dorment plus. Ils crient partout a dit qu'ils sont poursuivis. Regardez ce qui s'est passé avec cette dame qui s'est transformée en femme là, qui a été emprisonnée chez nous ici. Quand il est sorti, quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Hallucination totale. Le gars, il est là, il dit, il voit les gens, c'est comme les gens viennent pour l'arrêter encore, et puis, paf, il a fui le Togo. Mais malgré les intimidations, Amnon est sorti. Il garde la tête haute. Regardez tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Qui peut le faire? Qui est un garçon, qui a les couilles d'Amnon pour parler? Respecter les gens et respecter leur courage. C'est quelqu'un de très courageux. Très, très, très courageux. Chapeau à lui. Chapeau, 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 chapeau. Euh, J'espère qu'il va quand même il va gagner la justice. C'est que la justice sera faite. Et comme il a dit, on va toucher à ces personnes parce qu'il a été torturé. Comme il a dit, il a été torturé. La justice sera faite. Et la prière, c'est que comme il a été libéré aussi, que les autres aussi soient libérés. Il a déjà mentionné leur nom.
vivement que tout va bien, vivement que tout change. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo entière. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Dites dans les commentaires bravo et courage à Amron. Et on se capte à la prochaine.